désolé de vous avoir infligé de déjeuner devant vous, mais je suis venu de Bruxelles et les tunnels liégeois m'ont retenu. Et donc je suis arrivé avec un peu de retard. Je suis affamé. Donc très gentiment, la jeune fille qui m'a accueilli m'a glissé discrètement un sandwich, mais je n'ai pas été discret de le manger. Donc j'ai plus grand-chose à vous dire. La personne qui m'a présenté a tout dit, donc je ne peux qu'accompagner ce qu'elle dit, si ce n'est que mon célèbre livre, je trouvais que c'était très gentil de dire ça. En fait, si vous voulez, il y a quelques années de cela, un ami avocat me dit « Est-ce que je pourrais t'envoyer ma secrétaire en thérapie parce qu'elle est à bout. Elle est véritablement à bout. Sans cesse, elle est assaillie par des coups de téléphone d'hommes ou de femmes qui sont en situation de divorce et qui la bombardent inlassablement de messages comme si jamais ça ne se terminait. » Et donc, proche de mon ami, j'ai reçu sa gentille secrétaire que j'ai épousée par la suite. Mais dans un premier temps, je l'ai reçue vraiment professionnellement. Mais voilà, ça a dérapé. Et donc, elle est venue me raconter ce qu'elle vivait comme enfer, c'est-à-dire ces couples qui n'arrêtent pas de téléphoner en disant « voilà, il y a encore ceci, il y a encore cela ». Un peu comme si le processus ne s'arrêtait jamais. Donc, je voudrais préciser des petites choses que la gentille personne qui m'a présenté n'a pas dit, c'est que je ne suis pas francophone et donc ce n'est pas ma langue maternelle. Donc, j'ai des problèmes avec le français, ça marche, hein, mais j'ai quand même des mots qui coincent dans ma tête. Et je suis thérapeute de bébé au départ. Ma spécialité, c'est 0-15 jours. C'est-à-dire de travailler avec les parents, puisque naturellement, vous savez qu'enfant veut dire qu'il n'a pas accès à la parole. Vous passez par la parole des parents. Donc j'ai énormément rencontré de couples autour de bébés qui ne dorment pas bien, qui ne mangent pas bien, qui ont des soucis à leur naissance. Et donc je me suis posé cette question qui peut paraître triviale, banale, absurde. Peut-on un jour se séparer ? Peut-on un jour, d'un homme ou d'une femme avec lequel on a fabriqué un couple, peut-on se séparer ? Je suis d'ailleurs très heureux de voir que, en respect de mon engagement pour les jeunes bébés, vous soyez venus avec le vôtre. Je trouve que je suis très heureux, C'est d'habitude les seuls partenaires des conférences qui sont satisfaits des conférences que je donne, et le vôtre, comme il dort, m'a l'air tout à fait touché par ce que je raconte, donc c'est très bien. Et peut-on un jour se séparer ? Peut-on un jour faire distance de telle sorte à ce que l'autre n'existe pas ? Si j'ai précisé que je suis thérapeute de bébés, c'est que les bébés, naturellement, on les accueille en sachant qu'on ne se séparera jamais d'eux. On prendra distance, mais on ne se séparera jamais. Il y aura toujours quelque chose d'indéfectible, en tout cas dans la mythologie des hommes. Et quand vous posez la question « peut-on un jour se séparer ?», évidemment, tout le monde vous répond « oui, bien sûr qu'une séparation est possible ». Et à y réfléchir de plus près, à regarder de plus près, la réponse n'est pas aussi simple. On peut prendre distance. On peut, de quelqu'un avec lequel on a fabriqué un couple, prendre distance, s'éloigner, gagner en espace, ne plus voir l'autre. Mais peut-on véritablement se séparer ? Peut-on un jour effacer de soi toute trace de l'autre ? Et à cette réponse, c'est non, au risque psychique, au risque de l'effondrement ou de la psychose. C'est-à-dire qu'il y a dans l'univers qui nous entoure des traces de cette question. Peut-être connaissez-vous la reine Hatshepsut. C'est une femme pharaon de l'Égypte ancienne qui a manœuvré pour devenir pharaon à la place du pharaon. Elle s'était acoquinée avec le prêtre et en ourdissant dans l'ombre au moment où son mari est mort et que l'un de ses fils devait devenir pharaon, elle a pris la place du pharaon. Il y en a eu plusieurs. Mais elle, c'est la plus célèbre parce qu'elle a vécu longtemps. On vivait pas longtemps, elle a vécu longtemps. Elle a changé le pays. C'est une femme brillante qui a introduit des méthodes d'irrigation. Elle a importé des plantes qu'on trouve encore en Égypte aujourd'hui. Elle a mené des guerres qu'elle a gagnées. Et cette femme s'est fait ériger un tombeau dans la vallée des rois. Et ce tombeau est le lieu d'Égypte, qui est le lieu d'Afrique d'ailleurs, qui est le plus visité avant les terroristes. C'est un endroit où on va beaucoup, c'est un endroit où il est facile d'accès, c'est au bord d'une falaise. Il y a des cartouches, vous savez, ces morceaux d'histoire que l'on grave dans la pierre, avec des colonnes atoriques, c'est-à-dire des colonnes dont le chapiteau est une tête de vache. C'est un très bel endroit, ça s'appelle Dar el-Bahari. Et c'est très troublant, parce que quand vous arrivez, les cartouches ont été effacées, on a martelé
le pharaon qui est venu après elle et qui avait dû se battre pour avoir une place, était très fâché sur elle, et de lui on n'a gardé aucun souvenir. Mais la première chose qu'il a fait quand il est arrivé au pouvoir, c'est qu'il a fait marteler l'histoire de la pharaone. Il a effacé l'histoire. C'est l'endroit le plus visité au monde. Psychiquement, c'est une très belle métaphore. Lorsque vous vous séparez de quelqu'un avec lequel vous avez fabriqué un couple, vous devez accepter qu'il y a des traces de lui ou d'elle en vous, comme accepter qu'il y a des traces de vous chez l'autre. Il y a un morceau de l'autre qui restera toujours en vous, qui vivra toujours en vous. Et faire séparation, c'est accepter de laisser vivre cette part d'histoire qui nous nourrit et qui peut par coïncidence, par accident, par involonté, surgir à l'intérieur de nous et faire vivre toute une série de choses. Un deuil est l'acceptation de la surprise. Faire son deuil, ce n'est pas ce que les journalistes disent quand ils disent par exemple que la Belgique, qui n'a pas gagné le championnat du monde, doit faire le deuil de cela. C'est pas un deuil, ça, c'est un renoncement. Un deuil, c'est pas ça. Un deuil, c'est lorsque vous acceptez d'être surpris par le quotidien. Ma mère s'habillait toujours en rouge. Personnage énigmatique de ma vie, je ne suis pas psy par hasard. Ma mère s'habillait en rouge, elle avait un manteau rouge, une robe rouge, des chaussures dont les semelles étaient rouges, un sac à main rouge, un parapluie rouge, un chapeau rouge, une voiture rouge, des sous-vêtements rouges. Elle était anglaise, donc elle avait la peau rouge, elle était rousse. Et quand on lui demandait, elle répondait « parce que », ce qui était une explication relativement claire pour ma mère. Elle est morte. Voilà. C'est une femme qui a vécu l'internement dans les camps de concentration, la brutalité du monde. Elle était parfaitement folle et très, très folklorique. Revenant des camps de concentration, elle a estimé que la Belgique lui devait certaines choses et donc elle n'a plus jamais payé le tram ou le train ou le bus, estimant que c'était la juste rétribution. Elle est naturellement tombée sur quelques contrôleurs qui lui ont demandé son ticket et tous ces hommes qui ont fait ça ont commencé à la suite une psychothérapie parce qu'elle n'a jamais payé, mais je pense que l'état dans lequel étaient les contrôleurs, après avoir parlé avec ma mère, était proche du suicide ou de la folie. C'est ma mère, personnage absolument magnifique, mais très incontrôlable, demandant un jour présenté comment on appelle ça, l'assistant du roi, si sexuellement il allait bien. C'est des questions qu'on pose délicatement, mais de la bouche d'une vieille dame, ça paraît tout à fait saugrenu, c'est ma mère. Je roule à Bruxelles, un soir de novembre, un midi de novembre, le ciel est sombre. Il y a, comme dans les peintures religieuses, une petite trouée dans le ciel, un rayon de soleil qui perce les nuages et qui tombe pile sur une dame habillée en rouge, avec des cheveux roux, qui attend, dans une bête de bus, l'arrivée du tram. Je passe en voiture. À l'instant où mon regard se pose sur cette femme, rien ne m'avertit de cela. Et tout à coup, il y a une dame en rouge, avec des cheveux roux, qui surgit dans mon environnement, dans mon paysage. Évidemment que mon cœur ne fait qu'un tour, et mon cerveau et mon inconscient ne font qu'un demi-tour, et toute une association se met en mouvement. Arrive à l'intérieur de moi une gamme émotionnelle complexe. Ça pourrait être elle, hein, vu son caractère, elle aurait pu me faire le coup de faire semblant de mourir. Ça n'aurait pas été étonnant. Et c'est naturellement pas elle. Pendant une millionième de seconde, cela a été pour elle, pour moi, ma mère. Et puis est venue à l'intérieur de moi toute une gamme d'émotions, de regrets, de colère, de tristesse, de joie, d'odeur. Ma mère sentait la cannelle. Et donc, un deuil, c'est ça. Vous vous promenez dans la vie, au hasard du quotidien, et puis un bruit, une odeur, un événement vous rappelle quelqu'un, et vous n'aviez pas à l'instant d'avant votre cœur ou votre esprit branché sur elle. C'est d'accepter la surprise, accepter que surgisse en vous quelque chose d'imprévu et qu'il ne vous anéantisse pas. Il peut vous bouleverser, vous entraîner dans des émotions étonnantes, mais il ne vous effondre pas. Quand je dis quelque part qu'on ne peut pas se séparer de quelqu'un que l'on a aimé, c'est simplement cela, c'est dire que lorsque vous avez aimé quelqu'un qui a partagé votre vie, avec lequel vous avez eu des moments d'intimité intenses, de partage, de sexe, de caresses, de tendresse, de sensualité, d'émotions, de rire, de larmes, de colère,
que cette personne quitte votre vie, vous pouvez arriver à vivre sans elle. La question, naturellement, est évidente. La réponse. Mais pouvez-vous effacer de votre psychisme cette personne qui a laissé des traces? Cela, jamais vous ne pourrez l'effacer. Et il y a pourtant un grand nombre de gens qui le font. Ils se comportent comme si l'autre n'avait pas existé. Et alors, ils font ce que je me permettais de faire au travers de la métaphore du pharaon. Ils retournent inlassablement sur les traces de l'effaçage. Car si vous ne voulez pas être surpris, la seule manière de ne pas être surpris, c'est d'y penser tout le temps. Quand on parle de deuil pathologique, c'est la peur de la surprise. Comme vous avez peur d'être surpris par ce qui pourrait surgir, la seule manière de vous préparer à la surprise, c'est d'être toujours prêt, d'être dans un état de vigilance qui fait que si par coïncidence, quelque chose surgissait dans votre vie, vous l'auriez anticipé par cette pensée précoce. Et donc, très curieusement, on voit dans le champ de la santé mentale apparaître des hommes ou des femmes qui sont en situation que je me suis permis d'appeler mal-séparation. Et j'ai oublié de demander jusqu'à quelle heure je dois parler. Alors, c'est 3h moins quart, c'est ça? 50. Ça va. Je suis assez épaté par la grandeur de l'horloge que... Donc, c'est pour tout le monde ou c'est rien pour moi On voit apparaître dans le domaine de la santé mentale des gens qui sont tout à fait étranges et surprenants, qui sont là à vous dire, voilà, je suis séparé de cette personne, je ne veux plus jamais en parler, et ne font que parler de cela. Comme si la seule manière qu'ils avaient de nier l'évidence, c'était d'y penser tout le temps. C'est un paradoxe, qui en soi ne serait que folklorique et ne décorerait les bureaux de psy. Si ce n'est qu'il y a naturellement des témoins de cela, qui sont éventuellement les enfants, et qui, eux, sont une trace ineffaçable. Mon idée, elle est née toute bête il y a très longtemps, quand je travaillais en défense sociale, qui est donc une branche de la psychiatrie où on retrouve des gens qui ont commis des délits sous l'emprise de la folie et qui ne sont pas jugés pour cela, mais mis en situation de psychiatrie. Et j'ai croisé quelques femmes qui avaient tué leur enfant parce que cet enfant était la trace de l'autre dont ils voulaient se défaire. En Belgique, on met très très peu les femmes qui ont tué leur enfant en prison. On met les hommes en prison, les femmes en défense sociale, en psychiatrie. La première qui a été en prison, c'est la madame qui, à Nivelles, a tué ses 5 enfants, et je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est ça. Et donc je me suis intéressé à ce processus, parce que donc je m'intéresse aux enfants. Or, j'ai vu plein d'enfants qui, dans des situations de séparation impossibles, sont mis au travail. Et ma question a été, comment puis-je faire pour essayer de les sortir de cela? Comment pourrait-on travailler avec ces enfants qui sont mis au boulot? Donc, ma question, elle est simple. Comment faire pour mettre un enfant en congé? Comment lui permettre, lorsque sa mère et son père sont séparés, ses 2 mères ou ses 2 pères sont séparés, comment faire pour qu'il soit libre autant que faire se peut, ça c'est très belge, autant que faire se peut, dans cette situation de séparation conjugale complexe. C'est une question délicate, parce que très régulièrement, vous connaissez, tu diras à ton père, tu diras à ta mère, cet enfant que l'on mandate comme messager, tu diras que la semaine prochaine, on n'arrivera pas à 10h le matin, mais à midi. C'est un message sans importance, c'est un petit message. Et donc l'enfant naïf arrive chez l'autre parent en disant « Voilà, papa, maman m'a dit de te dire que les prochains 15 jours, on serait là à midi. » Et là, la mère ou le père dit « Mais enfin, qu'est-ce que tu dis? Tu ne te souviens pas que dans 15 jours, on va chez grands-parents? On va chez bonne maman, on fait ceci, on fait cela. Tu aurais pu y réfléchir. T'es avec lui ou quoi? T'as pas réfléchi? T'as pas envie d'aller chez mes beaux-parents? » Et tout à coup, cet enfant, qui est un simple transmetteur de messages, se trouve pris dans une trame qui n'est pas la sienne. Il se rend compte que, oubliant qu'il devait aller chez les grands-parents, c'est un peu comme s'il avait fait le choix d'être de l'autre côté. Et voilà par son geste banal qu'il se met à jouer dans une pièce qui n'est pas la sienne, où les gestes qu'il pose sont mesurés à l'aune du conflit larvé. Les magistrats utilisent une formule assez terrifiante. Ils parlent du couple parental et du couple conjugal.
aberration langagière, une véritable maltraitance langagière, c'est une aberration. Il y a le couple et il y a les parents. Ne distinguons pas couple parental et couple conjugal, non. Parents et couple. Si vous voulez en faire un essai, ce soir, madame, quand vous rentrez chez vous, vous dites à votre mari « Viens papa, on va faire l'amour ». Je ne vous garantis pas l'efficacité de la proposition, parce qu'il ne faut pas confondre les deux niveaux. Il y a la conjugalité, qui a sa logique, son territoire, sa géographie, et puis il y a la parentalité. Certes, la parentalité peut naître de la conjugalité, mais ce sont deux territoires fondamentalement différents, qui ont des logiques différentes, des économies différentes, des psychismes différents, des sensualités différentes. Et il ne faut pas confondre les deux, et on voit très bien que dans les situations de mal-séparation, il y a cette confusion langagière, un peu comme si le couple qui ne se séparait pas se mettait en scène au niveau parental, en utilisant la parentalité comme un théâtre où se gèrent et se règlent difficilement les problèmes conjugaux. Peut-on un jour se séparer ? J'ai essayé de travailler ça et j'en suis arrivé à me rendre compte que, en fait, pour travailler cela, il faut faire un boulot qui est assez complexe, mais qui est assez passionnant. En fait, il faut se poser une question très simple. À quoi ça sert de faire un couple et pourquoi et comment s'y prend-on pour faire un couple ? Et il faut faire le même questionnement pour le défaire. Quand vous fabriquez un couple, les avocats disent qu'un divorce coûte un mariage. Enfin, ça veut donc dire quelque part que l'argent que vous dépensez à vous marier est la somme d'argent que vous dépenserez à divorcer. Je suis assez heureux, moi je suis marié pour 14 francs belges, le prix du timbre, donc je pense que je pourrais financièrement supporter le divorce. Mais j'ai quelques amis qui ont dépensé beaucoup d'argent et je les vois très inquiets avec cette idée-là. La manière que l'on a fabriqué un couple n'est pas chose sans importance. Qu'est-ce qui fait qu'un beau jour, dans notre vie, quelqu'un va devenir un partenaire amoureux ? Jamais personne n'a pu répondre à cette question. Ça fait des siècles que la question de l'amour nous traverse. Mais il y a des choses qui, dans la fabrique amoureuse, sont vachement intéressantes. En fait, quand vous fabriquez un couple, vous faites 3 choses. Et ces 3 choses sont particulièrement importantes. La première des choses, on ne peut pas le dire. Ça fait partie de la pudeur. Quand vous demandez à un homme qu'est-ce qui vous a attiré chez cette femme, il vous répond son élégance, sa position politique, ses études. C'est rare qu'il vous dise ses nichons, son cul et sa bouche. C'est rare, c'est très rare. Et pourtant, quand vous regardez une femme au loin, vous ne regardez pas sa position politique dans un premier temps. C'est d'ailleurs autre chose qui va vous regarder. Quand vous demandez à une femme, elle vous dit ses mains, son regard, son allure. Rarement ses fesses, son sexe ou sa bouche. C'est aussi une pudeur. Or, vous voyez bien, n'importe quelle femme qui voit un homme va d'abord regarder ses mains, son élégance, et c'est évident. Il y a d'abord un accrochage corporel. Il y a quelque chose qui est de l'ordre du corps. La fabrique amoureuse, c'est d'abord une interpellation corporelle. C'est quelque chose d'éminemment corporel, qui convoque la séduction, la sensualité, le désir, le sexe, la proximité, la pudeur, l'impudeur, l'intimité, toute une série de choses qui sont des danses corporelles. C'est pas sans importance, ces dimensions corporelles. C'est quelque chose d'extraordinairement puissant, qui a à voir avec tout ce que l'on peut désirer ou craindre ou apprécier, éviter, tout ce qui a à voir avec cette danse, ce corps à corps. La religion, d'ailleurs, s'en est appropriée, puisque vous savez que quand vous fabriquez un couple, votre corps, vous en êtes différemment propriétaire d'avant. Quand vous faites couple, il y a une partie de votre corps qui appartient au couple. La bouche, les mains, le sexe, les nichons, tout ça appartient à l'économie du couple. De nouveau, si vous ne me croyez pas, demain matin, mettez un rouge à lèvres tonitruant ou sortez torse nu au petit déjeuner en disant « je vais au travail », vous allez voir, votre partenaire risque d'être un tout petit peu surpris dans la manière dont vous gérez votre corps, car le corps, naturellement, fait partie de cette économie relationnelle extrêmement intense. Il y a par exemple une chose que vous pouvez ce soir faire comme petit exercice, c'est vous vous mettez dans votre lit. D'habitude, vous dormez à gauche ou à droite. Et pour un petit peu de surprise, vous allez changer de côté ce soir. Vous mettre de l'autre côté. 3 pistes s'offrent à vous. La première, la plus intéressante, c'est que l'autre y voit une proposition sexuelle. La deuxième, la moins intéressante, c'est qu'il vous fracasse la gueule parce que vous occupez son territoire. Et la troisième, la pire, c'est qu'il dit « ça ne va pas bien, on va faire une psychothérapie ».
Or, il y a peu de gens dans cette pièce qui se sont dit au moment où ils ont rencontré un homme ou une femme, on va s'asseoir et on va décider comment on va faire pour occuper le lit. Vous vous souvenez de vous être mis autour de la table avec votre partenaire en disant « cette discussion, il faut qu'on l'ait, envisage-tu de dormir à gauche ou à droite ?» Discussion qui ne se fait pas, c'est une sorte d'évidence et en même temps ça s'installe comme une danse corporelle. Il y a quelques variations. De temps en temps, madame peut occuper la place plus près des toilettes quand elle est enceinte, ou quand les hommes commencent à avoir mon âge, on peut également occuper la place plus près des toilettes pour d'autres raisons. Mais sinon, la place dans le lit ne répond à aucun critère si ce n'est à cette intime corporelle, à cette danse du corps. Première dimension de la fabrique amoureuse, c'est tout ce qui a à voir avec le corps. J'ai en thérapie pour l'instant un couple absolument magnifique. Monsieur fait un 2,10 m, c'est Chewbacca. Chewbacca, c'est le monsieur qui a beaucoup de poils dans Star Wars. Il est poilu, comme tout, quand il regarde l'heure, il fait... Hein, il y a du foin qui sort, il est poilu de chez poilu. C'est un gros nounours recouvert de poils, mais il est très puissant, mais en même temps, cette pilosité débordante, c'est vraiment impressionnant. Hein, il a une croix, mais Jésus n'a que très peu accès à l'oxygène. Il est enfoui dans une forêt poilue profonde. Et madame, elle fait 1,61 m et elle a une immense poitrine. Donc ce n'est pas une femme qui a des seins, c'est des seins avec une toute petite madame derrière. Elle a des soutiens-gorge sur mesure, avec des renforts, enfin bon, c'est impressionnant. Donc quand monsieur arrive, la poitrine de madame arrive quelques minutes avant elle. Ils ont un rituel, ce couple a un rituel. Il me dit un jour, monsieur, voilà, nous avons acheté un tabouret Ikea. Ils sont tous les deux extrêmement riches, ce sont des rentiers. Ils ont beaucoup, beaucoup d'argent, et donc il me dit qu'il a acheté un tabouret Ikea, c'est un petit peu surprenant. Et en fait, il m'explique que tous les matins, monsieur va déposer son tabouret dans la douche, dans l'espace douche. Il s'assied sur son tabouret, je l'imagine nu, je n'en sais rien, mais je l'imagine. Et madame se douche devant lui pendant 3/4 d'heure. Je ne sais pas ce qu'ils font d'autre. Je ne sais pas. Je n'ai pas demandé si après, monsieur et madame faisaient les mots croisés ou autre chose. Je n'ai pas demandé. Mais on imagine. En tout cas, moi, je m'amuse à imaginer. Et je l'imagine se caresser les seins pendant 3/4 d'heure avec du savon devant lui. Et lui, mon Dieu, faire ce qu'il a à faire. C'est un rituel intime qui a à voir avec l'accordage, cette danse des couples, ce moment de corps à corps qui fait partie de ces moments où on met en scène son désir de l'autre. Madame, du haut de sa grosse poitrine, a fait une mammographie. Vous savez que ça fait mal. Quand on a une grosse poitrine, ça fait, paraît-il, encore plus mal. Et on lui a décelé une tumeur importante. Il a fallu intervenir rapidement. On a découpé le téton qu'on a préservé. Je ne vous dis pas comment, vous le savez peut-être. Puis il y a eu ablation du sein, chimie, rayonnement, et puis reconstruction mammaire. Le téton, souvent, il est greffé dans l'entrejambe, le temps de la chimie, pour que le téton ne se détruise pas. C'est une autogreffe, et puis après, on reprend le téton, parce qu'avant, le téton, c'était du tatouage, et naturellement, madame me dira avec une phrase qui me paraît... Monsieur, elle a des tétons comme des klaxons de camion. Je trouve que l'expression était assez audacieuse. Donc ça veut dire, dans ma tête, des gros. Enfin bon, chacun son imaginaire, mais je n'imagine pas un petit klaxon sur un camion. Et puis ils sont là, ils viennent me voir, ils me disent « Écoutez, on n'y arrive pas, on n'arrive pas à restaurer notre rituel. » Vous savez, donc, quand vous faites une reconstruction mammaire, en gros, vous refaites le sein, et puis après, vous faites ce qu'on appelle une symétrisation, c'est-à-dire vous devez vous occuper du sein qui n'a pas été traité pour le remettre à niveau, parce que sinon, la plastification de l'un fait que l'autre est plus bas. Enfin bon. Et vu la puissance mammaire de madame, il y a une certaine gravité qui se met en place. Et donc, elle dit avec beaucoup d'humour qu'elle a des seins customisés. Et donc, ça devrait lui plaire. Et ça lui plaît. Monsieur n'est pas du tout mécontent du résultat. Il en parle, marrant parce qu'il en parle comme d'une voiture qu'il vient d'acheter ou quelque chose comme ça, avec une certaine forme d'émerveillement du gamin. Mais ils n'arrivent pas à retrouver leur intime corporel. Et c'est vraiment cette danse du corps. Comment est-ce qu'on est avec l'autre? Tous ces regards, toutes ces caresses, toute cette mise en scène du corps. Ils sont arrivés en rejouant petit à petit, millimètre par millimètre. Naturellement, je ne vais pas vous rentrer dans le détail, mais aujourd'hui, ils y sont.
Ils ont retrouvé ce rituel, ils l'ont un peu amélioré, je ne pourrais pas vous dire ce que ça veut dire. Eux sont au courant de ce que ça veut dire. Première chose, fabrique d'un couple amoureux, c'est un corps à corps. La deuxième, c'est la construction d'une temporalité. Quand vous rencontrez un couple qui se fabrique, une des questions qui va se poser, c'est la question de l'histoire d'amour. Comment ils racontent leur histoire d'amour. Dans la littérature, ça s'appelle le mythe fondateur. Que me serait-il arrivé dans ma vie si je n'avais pas eu un ami avocat qui m'avait parlé de sa secrétaire? Comment est-ce qu'on rencontre quelqu'un? On rate un train, on prend un tram autre, on va donner une conférence à 3 ponts et on tombe sur quelqu'un, tout à coup, qui nous paraît séduisant. La veille, ça n'avait pas de lieu, tout à coup, vous rencontrez quelqu'un et vous allez fabriquer une histoire avec lui. Vous ne pouvez pas, à un simple hasard de la vie, confier toute la puissance de devenir une histoire d'amour. Il va falloir que vous habillez cette rencontre. Il ne faut pas oublier que sur le plan psychique, quand nous naissons, notre histoire ne se commence pas le jour de notre naissance. En fait, nous naissons bien avant notre naissance. Il y a une histoire que je me permets de raconter, j'ai quelques collègues, amis dans la pièce qui la connaissent, je m'en excuse. Mais c'est une équipe avec laquelle je travaille. J'ai l'impression qu'il vient m'attaquer. Ça va si je le monte un petit peu comme ça? Bien sûr. Ouais. Pour moi, ça va, mais ça va faire scratch avec ma moustache. Non. Si vous ne vous collez pas... D'accord. Et donc... Ah oui, c'est vrai, on entend mieux. Vous n'avez rien entendu de ce que j'ai dit jusqu'à présent. Non, c'est une équipe avec laquelle je travaille dans le nord de la France, dans la banlieue lilloise. Dans cette équipe, il y a un chef éducateur et des éducateurs de rue. Ils m'ont engagé comme superviseur. Le chef éducateur, je l'aime pas. Je l'aime pas parce qu'il a des cheveux. Enfin, il a une chevelure qui me fait râler, quoi. C'est ma jalousie qui se parle, je ne vous dirai pas pourquoi. Et cet homme a une chevelure abondante, et moi, les hommes qui ont des cheveux, ça m'énerve. Vous m'énervez, monsieur. Et mais j'ai, pour me protéger de ma jalousie, ma mauvaise langue. Il a des cheveux châtains, ridicules, avec une mèche blonde devant, ça, et un centimètre. Le dernier centimètre est blond également. Hein, vous savez ce que c'est cette blague, hein? Qu'est-ce que c'est une femme blonde qui a une mèche brune? C'est une lueur d'espoir. Et au départ, je suis blond. Hein. Avant tout ça, j'étais blond. Et ça veut dire blond, ça veut dire femme. Hein. C'est au Canada, les hommes appellent leur femme, quelle que soit la couleur de cheveux. Ma blonde, si vous avez eu ce matin, je crois, Guy Hardy, sa femme n'est pas blonde et il l'appelle sa blonde. Hein. Je ne sais pas s'il vous l'a dit, mais il dit ça sans cesse. Et donc, dans cette équipe, il y a ce monsieur qui a cette mèche blonde et ce dernier centimètre blond. Donc, j'ai des filles, j'ai une épouse, et donc je me suis un peu inquiété auprès des expertes. Et j'ai eu un cours de culture capillaire sur les balayages, les décolorations, les teintures, toutes les coiffures, enfin tout ce que les tortureurs coiffeurs peuvent faire. Et donc, ça me protège un peu de ma jalousie. Dans cette équipe, il y a un jeune éducateur vraiment vivant, sympathique, agréable, un homme plein de générosité, d'intelligence. Il a 20 ans, il sort de l'école, il est tout frais, tout brillant, tout pimpant. Il travaille bien, il est engagé à l'essai. Quelque temps après, avec la supervision, son contrat est confirmé. Cet homme est engagé de manière prolongée, définitive. Et quelque temps après, il annonce avec beaucoup de joie que sa femme est enceinte. Et donc que son horizon est assez ensoleillé, il a un boulot, il a une chouette compagne, il va avoir un enfant, il est heureux, quoi. Pendant le décours de la supervision, le monsieur qui a des cheveux longs, le chef éducateur, fait une coiffure Playmobil. Toujours avec la mèche blonde et le dernier centimètre blond. Et là, je ne peux pas m'empêcher de... Jusque-là, j'avais été dans la retenue, ce qui n'est pas ma compétence majeure, mais j'avais quand même tué ma jalousie. Et je lui dis, mais c'est extraordinaire, vous adorez vous teindre la pointe des cheveux. Il dit, non, c'est une maladie. Et là, il me raconte une longue histoire inintéressante, mais bon, j'ai écouté, puisque c'est moi qui ai impulsé la chose. Il me raconte que dans sa famille, il y a une dégénérescence génétique capillaire, et que chacun dans sa famille a des taches de cheveux.
Et bon, je m'endors pas, mais je sens le sommeil me gagner, ça m'intéresse relativement peu, mais enfin voilà, j'écoute. Et puis le temps passe, et puis le jeune éducateur téléphone, sa femme a accouché. Et donc l'ensemble de l'équipe, avec fleurs et bonbons, va à la maternité, voir la jeune maman, le jeune papa et le jeune bébé. Et quand il rentre dans la chambre, l'ambiance est chargée. L'ambiance est lourde. Il n'arrive pas à capter le regard de la mère qui est passionnée par le plafond. Il n'arrive pas à capter le regard du collègue qui, lui, par contre, a un intérêt profond pour le parquet. Ils sont là avec leurs fleurs et leurs bonbons dans une pièce tendue. Alors ils regardent dans le couffin, il y a un charmant bébé avec des cheveux, avec une mèche blonde. Et là, ils disent « Oh, comment s'est passé l'accouchement ?» C'est une question qu'on ne pose pas. Hein. On ne dit pas à une femme, ça a été ton épisiotomie. Non, hein, je veux dire, qu'est-ce qu'on fait quand on va dans une maternité? On rentre et on dit, oh, il est beau, oh, elle est belle, quel que soit le résultat, c'est ce qu'on dit. Et puis on dit, c'est extraordinaire, comme il ressemble à son père, sa mère, son grand-père, son frère, rarement au chef éducateur, je veux dire. Et donc ici, vous aurez compris, tiens, vous avez disparu, vous avez compris que... Je dois avouer quelque chose, moi j'ai des lumières dans les yeux qui m'éblouissent. Vous aurez compris quelque part que quand j'ai senti cette histoire, donc en fait le fournisseur c'est pas le papa, c'est pas le jeune éducateur, c'est le chef éducateur, et donc la femme elle a quitté la maternité pour aller s'installer avec le chef éduc, donc l'ambiance dans l'équipe est bonne. Hein, le mec s'est dit mais pourquoi j'ai été engagé, est-ce que j'ai éventuellement été engagé pour ma compagne, enfin bon, je travaille avec eux, l'ambiance est chouette, c'est sympa, je continue à travailler avec eux, il y a beaucoup de violence. À quoi ça sert de dire à un bébé quand il vient au monde, tu ressembles à? Mais c'est tout simple, ça permet de créer de l'appartenance. La première chose qu'on dit à un enfant, c'est tu appartiens à un groupe, tu es comme ceux du groupe, tu ressembles. Et donc par là, symboliquement, à un enfant, on lui dit que sa vie ne commence pas le jour de sa naissance. Elle commence bien avant, par l'histoire de ses parents, de ses grands-parents. Ressemblance qui est naturellement, fondamentalement... Pardon. J'ai peut-être fait une gaffe. La ressemblance, elle n'est pas génétique. Hein. Hitler disait les conneries, quoi. Mon meilleur ami est rwandais, c'est un Rwandais tout couleur. Les Rwandais tout couleur ont une caractéristique de n'avoir qu'une. Ils sont noirs. Noir. Tout est noir. J'ai vécu pendant 8 ans avec lui, je peux vous dire, tout est noir. C'est un bon cocoteur. Il fait 1m61, c'est un chirurgien généraliste. Il est petit, rond, il tape son ventre quand il rigole. Ses lèvres sont noires, tout est noir, je vous ai dit, tout est noir. Il a épousé une japonaise, une vraie japonaise, 1m22, 22 kilos, toute mince, jaune. Et c'est un couple absolument magnifique, elle est dans la délicatesse, et lui, c'est un petit monsieur qui se tape le ventre quand il rigole, qui est absolument adorable, qui est d'une intelligence remarquable. Puis ils ont voulu faire un bébé. Alors, ils ont beaucoup travaillé pour le faire, puis ça n'a pas marché, la tuyauterie de l'un et de l'autre ne sont pas en état d'en avoir. Donc ils ont adopté un petit Belge, un blanc, roux, dont je suis le parrain, pardon. Et il y a un roux, quand vous le mettez au soleil, il est rouge, hein, donc ça fait noir, jaune, rouge, donc c'est un couple, c'est une famille belge. Vous mettez ce garçon roux, qui aujourd'hui a 14 ans, qui est beaucoup plus grand que son père et beaucoup plus massif que sa mère, vous le mettez à côté de son père, vous le mettez à côté de sa mère. Il ne vous faut pas beaucoup de temps pour savoir que l'un est la mère de l'autre, que l'un est le fils du père. On n'est pas sur de la génétique, on est sur du mimétisme, sur une temporalité corporelle qui a à voir avec la filiation. Et la filiation, c'est de dire à un enfant qu'il ne vient pas au monde le jour de sa naissance. Peut-être certains d'entre vous ont-ils un jour été à un enterrement. Si vous allez à un enterrement, vous verrez, ça ne sert à rien pour le mort. Par contre, c'est une chose que les hommes ont comme capacité fondamentale, c'est de produire du symbolique, c'est de dire à la mort qu'elle n'a pas gagné. Elle a certes emporté le corps, mais l'histoire d'un homme se poursuit au-delà de sa mort. Donc symboliquement, nous sommes des êtres qui naissons à votre naissance et que nous continuons à vivre au-delà de notre mort. Cette production symbolique, c'est très important, parce que quand vous fabriquez un couple, vous faites la même chose. Un beau jour, vous croisez quelqu'un, et puis vous allez explorer votre histoire et la sienne de manière à produire un avant. Quelque chose qui fait que la rencontre n'est jamais qu'un épisode d'une histoire qui a commencé avant. Il y a même de temps en temps des gens qui sont jaloux de manière antérograde, c'est-à-dire ils sont jaloux des rencontres amoureuses que l'autre a fait avant de les rencontrer, parce qu'ils étaient faits pour se rencontrer.
Donc on produit une histoire d'amour qu'on appelle un mythe fondateur. On invente une deuxième temporalité, c'est les retrouvailles, les séparations, c'est toute la conjugalité, toute l'économie relationnelle du temps qui passe, comment se retrouver, comment se rater, comment ces rituels de retrouvailles, ces rituels de dispute, ces rituels de séparation, ces rituels d'amour, de sexe. Comment est-ce qu'on fait pour se retrouver? Comment est-ce qu'on fait pour partager du temps? Le nombre de fois où les psys ont des couples qui viennent en thérapie parce qu'ils ont des problèmes d'horloge. Ma femme et moi, nous avons un rituel de dispute que j'ai bien identifié maintenant, c'est que ma femme ne ferme pas les pots de confiture. Elle pose le couvercle dessus et elle prend la confiture par le côté. Ce qui est absurde, je sais bien, vous avez raison. Et donc, elle prend les pots de confiture comme ça, moi je prends les pots de confiture comme ça, et le lundi matin, principalement. Donc le lundi matin, quand le pot est presque sur le point d'être vide, ça marche. Mais pour le reste du temps, il quitte l'armoire et puis il tombe. Et nous avons une dispute qui est très très bien rodée. Je sais exactement ce qu'elle va dire, elle sait ce que je vais dire, elle sait que je sais ce qu'elle va dire, je sais ce qu'elle sait que ce qu'elle va dire. Enfin bon, c'est un emboîtement parfait, c'est une pièce de théâtre, c'est une temporalité. Il y a dans chaque couple des disputes qui servent à l'économie relationnelle, à ce temps qui passe. Donc le couple, c'est la fabrique d'une danse corporelle, c'est la fabrique d'un temps qui passe, c'est la fabrique d'une histoire, et puis c'est aussi une tentative de changer, de bouger. On essaye, au détour de qui est l'autre, de se guérir un peu de soi-même. On essaye de trouver dans les bras de l'autre, dans la psychologie de l'autre, dans la manière d'être de l'autre, les choses qui nous manquent, les choses qui nous abîment, les choses qui nous fragilisent. On se met en mouvement, grâce et avec l'autre. Pas totalement, parce que si jamais on y arrivait totalement, on n'aurait plus besoin de l'autre. Donc on est dans un mouvement de tentative de bouger, de changer, de s'améliorer, de se séparer de certains travers. C'est une démarche un peu particulière, parce qu'on essaie de se guérir tout en sachant qu'on ne peut pas y arriver. Donc un couple, c'est un moment corporel, c'est un moment thérapeutique, c'est un moment temporel. Imaginez quand il y a séparation. Quand il y a séparation, tout à coup, il y a ce déchirement corporel. Tout à coup, il y a cette absence de corps. On est seul, on a vieilli, on n'a plus quelqu'un qui vient nous prendre dans ses bras, nous rassurer, nous caresser, nous aider à nous habiller. Moi, je ne vois pas les couleurs. Le jour où ma femme s'en va, je vais avoir l'air d'un carnaval. Il y a toute cette dimension de l'intime qui est extraordinairement importante. Il y a un très beau livre dont le nom m'échappe maintenant, le monsieur qui a eu 2 fois le prix Goncourt. Si vous connaissez Émile Ajar et... Comment ? Et Romain Gary. Et l'un des deux, dans un de ces 2 noms, il a écrit l'histoire d'un homme qui se sépare et qui va acheter un lit. Il rentre dans le magasin de lit et il voit un lit, une personne. Il dit, ça c'est une bonne idée. Comme ça, tous les soirs, je ne serai pas confronté à l'absence de l'autre. T'as un lit bien confortable, une place. Il y est bien. Mais ça veut dire aussi que tous les soirs, il fera le choix en se couchant que plus jamais personne dans son lit ne rentrera. Donc il va prendre un lit, 2 personnes. Mais alors, ça veut dire quelque part qu'il sera tous les soirs tout seul et il verra la place de l'autre. J'ai un couple en thérapie absolument magnifique pour l'instant, il m'amuse à mourir. Monsieur et madame sont des hauts magistrats. Ils ont fait des études nombreuses. Ils ont été mariés 40 ans. Ils avaient un rituel. Le jour du loto, ils allaient à 2 chez le libraire, acheter un billet de loto. Ils rentraient chez eux et madame, donc madame, elle a un diplôme de philosophie, de droit, elle parle 4 langues, elle joue de la harpe. Monsieur a fait des études d'économie, il est magistrat, il a fréquenté le conservatoire, d'une élégance rare, même quand il pleut, ses chaussures sont propres. Et monsieur magnifique, et là madame, elle prend le billet de loto et elle frotte le billet de loto sur le trou de balle de monsieur. C'est pour vertu d'augmenter les chances de succès. En 40 ans de mariage, ça n'a jamais marché. Mais toujours est-il que ce rituel est un rituel de conjugalité. Naturellement, personne n'a jamais été au courant de cela, n'est-ce pas ? Donc, monsieur qui est très élégant, madame qui est très élégante, n'a jamais dit Charles-André, je lui frotte le billet de loto sur le trou de balle le soir. Non, c'est resté à l'intérieur d'eux. Ils se sont séparés, madame et monsieur est parti avec une jeune assistante
à forte poitrine. Et donc madame a révélé dans le tribunal en question ce rituel du vendredi soir, ce qui naturellement abîme un tout petit peu l'image de monsieur, car quand il passe, quelques sourires fleurissent sur les visages, à imaginer madame en train de frotter le billet de loto, surtout qu'en 40 ans, ils n'ont jamais gagné une seule fois. Donc l'efficacité de la proposition est modeste comme... Donc il y a cette danse corporelle, cette mise en scène corporelle, et quand il y a rupture amoureuse, il y a cette brisure du corps, cette fracture du corps. Tout à l'heure, je me suis permis de dire une jeune assistante à forte poitrine. Vous savez très bien que dans les séparations, il y a quelque chose qui convoque la vieillesse, qui convoque la fatigue, qui convoque les corps qui ont changé, les cheveux qui sont partis, les kilos qui se sont accumulés, les chairs qui se sont affaissées, qui se sont modifiées, et qui font quelque part qu'on se dit « mais demain, serais-je encore séduisante, aurais-je encore la capacité de ressentir dans mon corps de l'amour, du désir, ou de la joie, ou de la jouissance ?» Il y a cet abandon, tout à coup, vous avez quelqu'un qui vient vous dire « je me sépare et je me rends compte que cette part de moi dont je voulais me défaire, cette part thérapeutique n'a pas été guérie parce qu'au lendemain de la séparation, je me retrouve avec mes vieux fantômes, mes vieilles blessures, mes vieilles fragilités. » J'ai une dame là en thérapie qui a plutôt un modèle un peu abandonnique. Elle se sent toujours sur le point d'être abandonnée. Et donc, j'ai de gros problèmes si j'ai 1 minute de retard à mes rendez-vous parce que je l'ai abandonnée. Et donc, elle est vraiment d'une sensibilité très grande. Et donc, elle était auprès d'un homme extrêmement prévenant, extrêmement attentif. Et cet idiot est mort d'une crise cardiaque. Il aurait quand même pu prévenir, quoi. Il est mort, ça brutalement, il est tombé dans sa soupe devant elle, et il est mort. Et elle dit, il m'a abandonné. Je me retrouve, après sa mort, comme j'étais avant lui. Il ne m'a rien guéri. Tant qu'il était là, il veillait sur moi, mais il n'y a rien qui ait changé en moi. Et puis il y a cette histoire d'amour. Et cette histoire d'amour, il y a souvent une confusion qui s'opère. On pense que quand on se sépare, il y a une phrase que vous connaissez en français, qui n'existe pas, même, je ne suis pas francophone, dans d'autres langues je ne l'ai pas trouvée, c'est « 1 de perdu, 10 de retrouvé ». Beaucoup de gens me disent « écoutez, j'ouvre la porte, il n'y a personne, je ne vois pas les 10 en question, je suis un petit peu surpris, où est-ce qu'on les trouve ?» Un peu comme si, lorsqu'il y a rupture, il ne faut pas revenir sur ce qui a été rupté. Il faut passer à autre chose. Peut-être parmi vos amis, vous avez eu cette malchance d'avoir un partenaire amical qui rompt, qui est trompé, qui est abandonné, qui est maltraité sur le plan amoureux, et puis comme c'est votre ami, il vient vous voir, et il vous raconte pendant des mois la même histoire, en revenant détail sur détail, comme un entomologiste a essayé de décrypter les éléments de cette histoire de rupture. Et vous, vous dites avec beaucoup de bonne foi, passe à autre chose, quoi. Allez, c'est fini, tu ne vas pas t'arrêter, arrête de ressasser le passé. Il faut passer à autre chose, tu dois rebondir, tu dois aller de l'avant. Conseil qu'on donne, qui est assez sensé, hein. Je veux dire, on a quelqu'un devant nous qui passe son temps à ressasser cette histoire qui lui fait du mal. On se dit qu'il faut y aller de l'avant. Eh bien, c'est souvent cette erreur-là qui est commise. C'est mon hypothèse de travail. S'il faut une histoire d'amour pour fabriquer un couple, il faut une histoire de désamour pour défaire un couple. S'il faut un mythe fondateur, il faut un mythe défondateur. S'il faut qu'il y ait quelque chose avant la rencontre, pour que la rencontre ne soit pas le début d'un couple, mais un épisode d'une histoire qui a commencé plus tôt, pour qu'il y ait séparation, il faut qu'il y ait un mythe défondateur de telle manière à ce que la rupture ne soit qu'un épisode d'une histoire qui a commencé avant. Alors je vais prendre un petit exemple. Je suis dans les temps, là. Oula, oui. Alors, c'est un couple que j'ai en thérapie. Donc cet ami avocat aujourd'hui m'envoie des couples en thérapie, des couples en situation de séparation conflictuelle, et il me les envoie. Et donc c'est Vladimir. Vladimir, c'est un monsieur qui fait 2 mètres. C'est un joueur de rugby néo-zélandais. Hein, vous voyez le physique d'un joueur de rugby. Il est espagnol, comme son prénom ne l'indique pas, Vladimir. Il a un béret bleu. C'est un très bel homme, très puissant. Espagnol, et avec le galbe d'un espagnol, comme ça, il a toujours le toledo en main, il a comme ça quelque chose de... Il vient du nord de l'Espagne, quelque chose de fier, quelque chose d'élégant, quelque chose de puissant, des yeux noirs, comme ça. Et Capucine.
Et Capucine, c'est sa femme, enfin son ex-femme, elle est calipige, elle a tout est en rondeur. C'est une très belle femme, très sensuelle, mais en rondeur. Vous voyez, les femmes calipiges, c'est des femmes calipiges. Hein, et elle est vraiment d'une beauté assez troublante, mais qui ne correspond absolument pas à une page centrale de Playboy. C'est une vraie belle femme, c'est pas un mannequin, c'est une vraie femme très belle, très sensuelle, qui est flamande d'origine, comme son prénom ne l'indique pas non plus. Je suis flamand. Et donc Vladimir et Capucine se sont séparés. Ils sont séparés depuis 7 ans. Ils ont épuisé un nombre considérable d'avocats, de médiateurs familiaux, de toute une série d'intervenants. Les enfants sont grands, donc les enfants ne sont pas impliqués. Mais les avocats sont un peu fatigués d'avoir Vladimir et Capucine qui n'arrêtent pas de se disputer et de relancer inlassablement un conflit. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Alors ils viennent dans mon bureau et ils viennent pour jouer la pièce qu'ils connaissent à merveille, c'est-à-dire qu'ils vont me raconter leur conflit, leur dispute, qui n'en finit pas. Avec cette phrase que vous rencontrerez dans les situations de mal-séparation. Moi, vous savez, pour moi, on peut s'arrêter, mais c'est lui qui. Donc c'est toujours l'autre qui a le pouvoir d'arrêter ou de poursuivre. Alors je leur dis, écoutez, on va faire ce que vous faites habituellement, mais un quart d'heure par séance, vous me racontez un peu qui vous êtes, l'histoire. Alors, ils m'ont raconté l'histoire et je vais l'utiliser petit à petit. Je ne vais pas vous dire comment parce que c'est trop long, mais... Donc Vladimir et Capucine, Vladimir, il est chimiste, brillant chimiste. Il travaille dans une boîte de chimie, il vend des produits chimiques et c'est le meilleur vendeur de la boîte. Il vend tout seul plus de produits que les 3 autres vendeurs. Capucine, elle est professeure de français. Elle est flamande, professeure de français dans un collège bruxellois où elle a un réseau d'amis très épanoui. Ils ont 2 enfants, Joseph et Léon. Là, dans les 4 cas, les prénoms sont fidèles parce qu'ils ont leur importance. Et Vladimir et Capucine, ils ont acheté un terrain au bord d'une rivière dans le sud de la France, j'oublie toujours le nom, le Tarn, je crois. Parce que Vladimir, il aime bien faire du kayak, de l'escalade, et Capucine, elle adore bronzer. Donc ils se sont achetés ce terrain sur le bord de la rivière. Vladimir fait du kayak, et elle bronze, y compris la partie intérieure des narines. Donc c'est-à-dire qu'elle accorde à son bronzage beaucoup, beaucoup d'attention. Et au mois de juillet et au mois d'août, au bord du Tarn, il y a beaucoup de soleil. Et donc ils sont tous les 2 très épanouis, à tel point qu'un jour Vladimir dit à Capucine, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas s'installer à cet endroit ? Moi je peux vendre des produits là où je suis, il me faut simplement une prise au téléphone et tout ira bien. Et Capucine ne dit pas non. Par la suite, on découvrira qu'elle ne dit pas oui. La loi sur le consentement n'a pas encore été modifiée. Elle ne dit pas non. Elle ne dit pas non parce que Capucine, elle vient d'une famille flamande où on a appris aux femmes à fermer leur gueule et à dire ne pas donner leur point de vue. Une femme suit. Ça fait partie de son ADN éducatif. Ça ne correspond pas au personnage. Quand on la voit de prime abord, on a l'impression d'une femme assez autonome dans un couple assez égalitaire, mais en réalité, c'est une femme qui ne fait pas tiers, qui ne fait pas distance, qui n'ose pas s'opposer. Et puis, les choses prennent cette tournure-là. On va vers la construction d'une maison dans le sud de la France, au bord de la rivière. Et donc, Capucine et Vladimir, ils descendent en voiture. C'est avant les GPS. Ils descendent en voiture dans le sud de la France, voir l'évolution des travaux, un peu gérer le truc, et puis ils découvrent la région. Ils font des promenades dans les environs. À l'époque, il n'y a pas de GPS, et Vladimir est un grand inquiet quand il est au volant. Ça le perturbe. Donc Capucine lit la carte pour lui comme je ne sais pas comment on appelle ça, le coéquipier dans une voiture de course. Copilote, c'est ça. Et Capucine a cette particularité d'être une femme qui sait lire une carte. Je ne sais pas de moi. Elle sait faire, d'après lui, 2 choses que aucune femme ne sait faire, c'est replier une carte et la lire. Et elle a un petit sourire un peu misérable. Quand il dit ça, dans son regard, il y a une espèce de petit con, quelque chose comme ça. Et donc Capucine, elle a sur les genoux la carte dépliée. Ils sont sur une petite route départementale. On est en automne. Il est 4 heures de l'après-midi. Il y a une longue rangée de peupliers d'Italie. Le soleil se couche et donne à ces arbres une teinte particulièrement chaleureuse.
Et on est sur une route. Et au loin, Vladimir voit, loin devant, un T. Il va devoir tourner à gauche ou à droite. Ça inquiète Vladimir parce que Capucine ne dit rien. D'habitude, Capucine, elle dit, dans 3 kilomètres, tournez à gauche. Et là, on voit qu'elle est particulièrement intéressée par la haie de peuplier d'Italie qui est belle au soleil. Et donc, elle ne dit rien, ils roulent, ils avancent vers ce T. Et là, Capucine entend Vladimir lui dire « À gauche ou à droite ?» Capucine n'y répond pas. Elle regarde les arbres. C'est improbable, quoi. Vladimir trouve ça absolument incroyable qu'elle soit à ce point indifférente à sa problématique, à savoir qu'il va devoir tourner à gauche ou à droite. À gauche ou à droite ? Enfin, et Capucine ne répond pas. Ostensiblement, elle fait exprès de ne pas répondre. Vous imaginez la tension dans la pièce. Lui ralentit un peu parce qu'il faut gagner du temps pour arriver à ce T, parce qu'une fois qu'il y sera, il ne sait pas s'il va tourner à gauche ou à droite. C'est un drame. Mais elle est mère de Capucine, à gauche ou à droite. Et là, Capucine, dans un geste de révolte insoupçonné, lui pose la carte sur les genoux, ce que lui ne sait pas faire, c'est-à-dire lire une carte, et lui dit « débrouille-toi ». Et là, Vladimir, dans un geste de dépit, fait comme ça, avec sa main. Bon, Vladimir, je vous ai précisé qu'il a le physique d'un joueur de rugby néo-zélandais. Le revers de la main lui arrive vraiment à l'arête du nez, il lui explose la gueule. Ce petit geste pour lui est un geste d'une grande violence, son nez éclate, il y a un jaillissement de sang, enfin, c'est une boucherie instantanée. Elle a un chemisier en tissu assez clair qui se macule de sang. Enfin, c'est juste improbable. Vladimir voit ce geste, voit sa femme se tordre de douleur, ce nez qui coule. Il se gare, mais comme je vous dis, c'est un anxieux volant, donc il fait quelques manœuvres pour bien mettre sa voiture pour qu'elle soit en dehors de la circulation. Capucine en profite pour ouvrir la porte et elle s'enfuit. Le temps qu'il ait fini la manœuvre, qu'il sorte, Capucine a disparu. Il y a quelques bosquets, il va d'un bosquet à l'autre, et il n'y a personne. Il ne sait pas quoi faire. Il attend, la lumière décline, il attend 1 heure, il attend 2 heures, il a plusieurs fois klaxonné, il a crié Capucine 100 fois, il a fait tous les bosquets, il est allé jusqu'à la lisière des peupliers d'Italie, rien. Bon, il finit par se résoudre à retourner avec sa voiture. J'ai pas compris, mais... Et donc, il arrive à la maison avec sa voiture, la tête basse et le regard un peu penaud. Et là, Capucine est là. Elle a le chemisier maculé de sang, le nez tuméfié, le regard triste, la tête basse. Pas d'un mot n'est échangé. Le lendemain, il retourne en Belgique. Elle monte dans la voiture. Il se débrouille pour trouver le chemin tout seul. Il rentre en Belgique et 1 semaine plus tard, Capucine est partie. Mais elle n'est pas partie n'importe comment, Capucine. Elle est finaude. Elle a pris la moitié de toutes choses. Donc s'il y a 6 chaises, elle a pris 3 chaises. S'il y a 12 assiettes, elle a pris 6 assiettes. S'il y en a 11, elle en a pris 5. Mais elle a fait 3 choses qui vont déclencher une guerre qui va durer des années. La première, c'est qu'elle a découpé toutes les photos en emportant la partie de la photo sur laquelle elle est, et en laissant la partie de la photo sur laquelle lui est. Ça, c'est le premier acte provocateur. Le deuxième, c'est qu'elle a coupé tous ses pantalons en culottes courtes. Tu te comportes comme un gamin à culottes courtes. Mais la troisième chose est naturellement la chose la plus spectaculaire. Vladimir, comme je vous l'ai dit, c'est un grand inquiet, donc il prend un médicament tous les jours. Il a une tablette de médicaments devant lui. Alors il prend le premier médicament en haut à gauche, il écrase le petit dôme en plastique, il libère le médicament qu'il prend, il arrache la petite pastille métallique et avec le petit doigt, il remet le dôme bien. Puis il prend le deuxième, le troisième, et puis il remet la plaquette vide dans la boîte, il prend le deuxième, la troisième, et puis quand la boîte est totalement vide, il la ferme et il la jette comme ça à la poubelle. Ça fait des années. Capucine, elle a coupé les pantalons, elle a pris la moitié des photos et elle a écrasé toutes les boîtes de médicaments. Et ça, pour Vladimir, c'est le déclenchement d'une guerre. Et donc, ils vont, à coups d'avocat, à coups de provocation, se disputer. Et ça, c'est ce qu'il me raconte. Monsieur dira, c'est la faute à madame. Madame dira, c'est la faute à monsieur. Ça se bloque. Joseph et Léon sont hors jeu. Ils ne se mêlent pas de ça, sont grands. Ils ont décidé d'aller faire les études plus loin possible pour ne pas devoir rentrer trop régulièrement parce que le conflit est encombrant. Mais ils l'ont dit.
Ils ont vu un avocat, 2 avocats, des médiateurs familiaux. Il y a beaucoup d'argent, donc ils ont fait appel à des experts qui les ont aidés à dessiner. Jusque-là, ils se sont entendus, mais il y a une sorte de bagarre larvée. Capucine n'a pas refait sa vie. Et là, régulièrement, comment elle appelle ça, j'ai oublié, les parfums du jour. Et monsieur joue au tennis. Mais comme il a un petit accent espagnol, c'est presque comme s'il disait « je joue au pénis ». En tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Et j'ai l'esprit mal tourné. Et donc, il arrive dans mon bureau et je leur dis « mais on va peut-être faire un peu autre chose ». Et je vais essayer d'élargir le contexte. En fait, la lecture qu'ils font est une lecture qui est centrée sur la dramatique. Alors moi, je vais essayer d'élargir. Et à force d'élargissement, je vais obtenir du matériel en plus, qui n'a pas l'air directement relié à la scène et qui pourtant vont en donner toute la puissance. Quelques semaines avant le voyage dans le sud de la France, Capucine est allée chez son gynécologue, qui, comme à chaque fois, lui a fait un frottis vaginal. Et ce frottis a débouché sur le fait qu'elle avait des cellules qui n'étaient pas de nature cancéreuse, mais des cellules dont la forme aurait pu se prêter à une évolution cancéreuse si jamais il y avait un risque de ce type-là. Ce qu'on fait dans ce cas-là, c'est qu'avec un laser, on détruit ces cellules et il ne faut pas faire grand-chose, il faut aller chez le gynécologue, enfin il ne faut pas faire grand-chose. Il n'y a pas d'intervention chirurgicale sous laser et on dit à la madame qu'il faut que pendant 48 heures elle soit prudente car il y a un risque hémorragique. Et donc quand elle est dans la posture que vous pouvez imaginer sur les étriers chez le gynécologue, lui avec son laser en main, pas un gynécologue, le radiologue, en train de bombarder le sexe de madame de son rayon laser pour détruire les cellules prééclamptiques. Elle dit à son médecin, c'est grave docteur. Quand même pas n'importe quoi que de dire à quelqu'un que vous avez des cellules qui ne sont pas précancéreuses mais qui pourraient l'être. Et le type dit non madame, pas du tout. Ben, il faut vivre, hein, madame, avec un accent bruxellois d'ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire, il faut vivre? Donc cette femme sort avec cette intervention spectaculaire, inquiétante, avec une phrase qui n'a aucun sens. Parce qu'elle se dit, ça veut donc dire que je ne vis pas, si je dois vivre. Ou que j'ai besoin de vivre intensément parce que je ne vais pas vivre longtemps. En tout cas, il y a tout un chahut qui se met dans la tête de cette femme et elle se met à visiter sa vie et elle se dit à cet instant-là, mais qu'est-ce que je vais aller faire dans le sud de la France? Qu'est-ce que je vais aller faire là? Je suis à Bruxelles, je suis prof de français à Bruxelles, j'ai des amis, mon réseau d'appartenance est ici. Elle est allée au mois de novembre, au bord de la rivière du Tarn, il n'y a pas de soleil, elle s'emmerde. Le premier magasin, excusez-moi, elle trouve le temps long. Le premier magasin est à 20 km, il ne faut pas oublier le sel. Lui, c'est très bien, il peut courir, faire de l'escalade, tout ça, mais moi, je vais m'emmerder là-bas. Et donc, cette femme se permet d'explorer l'idée que peut-être elle va dire non. Ce qui, pour elle, est une révolution sans précédent. S'autoriser à dire non, s'autoriser à prendre posture, s'autoriser à dire « j'ai envie d'eux », même si mon désir n'est pas celui que toi tu as. Faire différence. Pour elle, c'est une démarche qui n'est pas du tout évidente. Ce n'est pas une lâche, ce n'est pas une idiote, ce n'est pas une femme abîmée. C'est une femme qui est capturée par des croyances et des peurs qui lui ont été enseignées dans sa famille d'origine, qui est une famille honteuse. C'est une famille honteuse. Capucine, elle s'appelle Capucine parce qu'au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, c'est une famille de Flandre, de la région de Saint-Nicolas, Sint-Niklaas, et les parents de madame avaient été particulièrement accueillants avec les nazis. Et donc c'était une famille de collabos qui avait dû déménager, qui avait un passif de honte. Et donc tous les enfants qui étaient nés après portaient soit un nom français, soit un nom anglais. Vous avez remarqué en Flandre, vous avez Bart de Bevere. Bart, c'est un prénom vraiment flamand. Dans l'après-guerre, en Flandre, tous les prénoms, c'est Serge et Roland. Il faut ou Michael, il faut ou John, ou Eddie. Peut-être que vous connaissez Eddie Merckx. C'est des prénoms à connotation américaine. Et il faut disparaître. Aujourd'hui, on voit bien que dans les prénoms flamands, il y a une flamandisation extrême des prénoms, car aujourd'hui, on revendique sa flamandicité. Avant, on la camouflait par honte, justement, de l'attitude de la Flandre, la Wallonie aussi, à l'égard de la Deuxième Guerre mondiale et de la tendresse que l'on a développée à l'égard des envahisseurs. Et donc, c'est une famille qui est marquée par la honte, et Capucine, elle porte un prénom où elle doit
redonner un peu de fierté et fermer sa gueule. Excusez-moi, hein, c'est pas se taire, c'est brutal, c'est violent. Et là, elle ose penser. Et donc, quand elle regarde la haie d'être du peuplier d'Italie, c'est là qu'elle est. Et c'est à ce moment-là qu'elle reçoit un coup en plein visage. Oh là là, non, j'ai fini mon introduction. Et puis, Vladimir, c'est un garçon qui vient d'une famille espagnole marquée par le franquisme. Son père et sa mère sont des hommes et des femmes tristes qui ont vécu la brutalité du franquisme. Ils ont fui la dictature espagnole pour venir en Belgique et ils sont restés tous les deux marqués par cette histoire. Ils sont tristes. Un jour, l'instituteur de Vladimir est venu voir son père et sa mère lui ont dit « Écoute, voilà, ton fils, il est brillant, il va pouvoir faire de grandes études. » Et Vladimir a vu son père sourire. Et il est devenu l'antidépresseur de son père. Pourquoi il s'appelle Vladimir? C'est une famille qui a souffert du franquisme, c'est une famille communiste. Et Vladimir, c'est le prénom de Lénine, Vladimir Ulyanov. Son frère s'appelle Joseph. Son fils s'appelle Joseph et son autre fils s'appelle Léon Trotsky. Ce sont des prénoms qui ont une connotation communiste. Et Vladimir est devenu la fierté de son père. Il a fait sourire son père en faisant de belles études, en ayant un beau métier, en ayant une chouette femme, en ayant une belle maison, en ayant de chouettes enfants. Chaque fois, Vladimir a fait sourire son père. Il est la fierté de son père. Il en garde une profonde fierté. Il est devenu un puissant homme d'affaires pour une société norvégienne ou je ne sais plus quoi. Et ça fait aussi naturellement la fierté de son père. Et 20 fois, 1000 fois, 2000 fois, il a dit à son père « Je t'emmène en Espagne, je t'emmène en Espagne ». Et le père à chaque fois dit « Non, 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 non ». Et Vladimir, avec le succès professionnel qui est le sien, a de plus en plus de grosses voitures, des grosses allemandes avec des gros moteurs. Et il a fini par convaincre son père d'aller en Mercedes avec Joseph, son frère, en Espagne. Et il a fait pleurer son père. Lors de ce voyage, le papa n'a pas reconnu l'Espagne qu'il avait quittée 50 ans plus tôt. Il a fait pleurer son père. 15 jours avant de descendre dans le sud de la France, voir l'évolution de leur maison. Au moment où Capucine raconte à Vladimir qu'elle avait été chez gynéco, qui avait fait ce traitement au laser, il n'était pas au courant. Il le découvre, il est abasourdi. Le fait qu'il ait fait pleurer sa mère, son père, et par la suite sa mère, Capucine n'en a pas véritablement conscience. Et au moment où Vladimir frappe sa femme, il découvre cette brutalité qu'il a en lui, cette sauvagerie qu'il a. Et il se dit, ceux qui ont frappé mon père, frappé ma mère, je leur ressemble. Donc au moment où se passe cette scène que je vous ai décrite sur la route, il y a des enjeux contextuels considérables. Madame, c'est toute son histoire qui est revisitée. Monsieur, c'est toute son histoire qui est revisitée. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi de mal se séparer. C'est-à-dire quoi? De faire en sorte de mettre un conflit qui ne se résout jamais et qui permet à ce couple de continuer à faire comme avant, à l'envers. Ils ne s'aiment plus, ils se détestent. Le corps à corps, ce ne sont plus des caresses, ce sont des griffes. L'histoire, c'est l'histoire d'une histoire qui se répète sans cesse, et l'autre reste très présent. La mal-séparation, c'est cette manière que l'on a de se lancer dans un conflit qui fait en sorte que le couple continue à vivre malgré la différence, malgré la distance, malgré la séparation. On transforme l'histoire d'amour en histoire de colère, on transforme la présence en distance, mais en gros, tout ce qui fonctionnait avant continue à fonctionner. Il n'y a pas d'élaboration, il n'y a pas de réflexion, il n'y a pas de mise en scène de quelque chose qui vient questionner le processus. Non, on voit ces gens accrochés à une histoire comme ils avaient une peur absolue de se défaire de leur histoire. Une manière, en quelque sorte, de se protéger d'un effondrement psychique consécutif à l'absence de l'autre, car Capucine devrait se confronter à toute son histoire, à sa capture, à son histoire de fille, à la honte de sa famille. Monsieur se centrer sur la brutalité, la sauvagerie, la brutalité et l'histoire de son père qui a tellement souffert, et de découvrir qu'il pourrait être lui aussi homme violent. Pour se protéger de ça, ils ont mis à la place un conflit qui n'en finit pas. C'est bien que quand vous travaillez comme intervenant psy,
que vous avez des enfants qui, psy ou autres, peu importe, et que vous êtes en face de couples qui n'arrêtent pas de se séparer en de disputes, et on voit que ça impacte les enfants. J'ai naturellement toujours été trop long et je devrais encore avoir du temps pour vous parler des enfants, mais quand vous travaillez comme ça, avant de critiquer ses parents, de les voir comme des parents qui négligent leurs enfants et qui consacrent toute leur énergie à empêcher l'apaisement de leur enfant, il faut toujours se poser la question, quelles sont les bonnes raisons qu'un homme et une femme aient de consacrer autant de temps à se faire du mal alors que manifestement ça a l'air tellement inutile. C'est pas inutile sur le plan psychique. Ça permet d'éviter cet effondrement en maintenant vivant un processus qui justement commet une erreur, et je terminerai là-dessus. Ce que je fais quand je reçois ces couples, c'est que j'écris une histoire de la séparation. Je leur raconte une histoire de la séparation pour fabriquer ce qu'on appelle un mythe des fondateurs, c'est-à-dire fabriquer une histoire qui explique que la rupture n'est que l'aboutissement d'une longue histoire qui a commencé avant. Et j'essaye de leur raconter cette histoire de la manière dont je l'ai appris auprès de ma grand-mère juive. J'ai une grand-mère, je ne suis pas juif, mais j'ai une grand-mère juive. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, ma grand-mère s'est liée d'amitié avec une dame qui rentrait d'un camp de concentration et qui ne pesait plus que l'ombre d'elle-même. Et ma grand-mère n'avait plus un bal, et donc cet accordage entre eux, ça a été l'une à veiller sur l'autre. Et donc moi, j'ai grandement vécu auprès de cette dame qui m'appelait Janosz, Jean en polonais, et qui m'a appris des choses sur le judaïsme, notamment sur un prêtre athée, un rabbin athée, qui à New York, c'est un rescapé d'Auschwitz, qui ne croit plus en Dieu, mais qui est rabbin, et qui propose une chose. Et la chose qu'il propose, c'est qu'il raconte une blague, et puis il dit demain à tous les enfants de l'école, vous me la raconterez à votre manière. Et donc il raconte une blague quelconque, et puis chaque enfant le lendemain doit l'habiller avec ses mots. Et donc il y a une histoire qui est répétée une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, 15 fois. C'est ce que je fais avec les couples. Je leur raconte une histoire qui chaque fois est un petit peu amendée par les petits morceaux que j'ai recueillis, et je leur propose une histoire de la séparation qui fait de la rupture quelque chose qui s'incline dans quelque chose de beaucoup plus grand, qui n'est au fond que l'aboutissement d'un long processus. Ça a des vertus apaisantes et ça permet quelque part d'enclencher quelque chose d'autre. Mais comme il est 3h moins 5, je crois que j'en ai arrêté. Et donc je vous remercie de m'avoir écouté si gentiment. Peut-être juste une question, justement, dans le cadre de l'AMO, donc on rencontre pas mal de parents qui viennent nous déposer leur enfant, comme un paquet en disant il a un problème, c'est vraiment difficile avec lui, il a beaucoup de colère, etc. Et comment justement amener justement cette mal-séparation où l'enfant, via justement tout ce que la loyauté qu'il a vis-à-vis de ses parents, se retrouve dans cet enjeu où justement pour sortir de cet enjeu, il exprime d'autres choses à l'extérieur qui ne fait que se dégager du problème tout en étant la difficulté de la mal-séparation. En faisant ce que vous venez de faire. En faisant ce que vous venez de faire, c'est-à-dire que vous parlez de votre difficulté à vous. La plupart du temps, ce qu'on dit à ses parents, c'est que la plupart du temps, le discours qu'il aurait tenu, c'est un discours très moral. Il faudrait penser à vos enfants, vous rendez compte leur mal que vous faites, un peu de maturité. Il serait temps que vous fassiez autre chose. Là, vous avez métacommuniqué sur votre difficulté personnelle. Comment faire ? Et je pense que moi, ce que je me permets de faire avec ces enfants qui arrivent, je dis, écoutez, j'aimerais les mettre en congé. J'aimerais vraiment qu'on les mette en congé. Comment ça ? Mais vous comprenez, comme il y a un problème dans leur vie, ils sont au travail, ils travaillent pour vous. Ils n'ont pas la liberté de pouvoir grandir pour eux, ils travaillent pour vous. Certainement pour toute une série de bonnes raisons, ils travaillent pour vous. Mais ce n'est pas leur job. Il faudrait les mettre au chômage. Est-ce que vous pourriez m'aider ? Ils ne comprennent rien de ce que je leur raconte. Ils me regardent comme si j'avais fumé, bu, ou les deux. Et donc je leur explique un peu comme vous venez de faire, c'est-à-dire cette colère, quand vous me la déposez comme ça, j'ai l'impression que je ne sais pas faire grand-chose. J'ai besoin que vous m'aidiez à comprendre d'où elle vient. J'ai besoin que vous me disiez dans quelle pièce on joue. J'ai l'impression que j'ai besoin de savoir, d'élargir. Si votre gamin il pleure, ça mériterait que vous me disiez dans quel contexte, avec qui, comment. Aidez-moi un peu. C'est-à-dire de parler de votre difficulté, de votre incapacité à répondre à cette demande, parce que
ils vous mettent, je ne sais plus comment s'appelle ce ministre wallon qui parlait de « nous avons été impuissantés ». Il vous impuissante, c'est Dardenne. Vous vous souvenez de ce ministre qui a été sobre quelques minutes dans sa vie et qui disait « j'ai été impuissanté ». Et je trouvais ça assez magnifique. En anglais, ça se dit, en flamand aussi, mais en français pas. Et donc, vous avez parlé de votre difficulté personnelle, de votre incapacité de répondre à cette demande. Donc, c'est vraiment, dans ce contexte-là, notre difficulté devient notre outil. La plupart du temps, on essaye d'être intelligent et de trouver des stratégies, mais en faisant ça, on se casse les dents. Parce qu'il ne faut pas oublier que si les gens ont de bonnes raisons de te disputer sans cesse, c'est parce qu'ils sont morts de trouille. Donc si on va les chercher à cet endroit-là, les peurs sont plus fortes que la raison. L'homme souffre de son ambition, de son ego, de ses peurs et de ses colères, ces grandes émotions qui nous emportent. Et donc si on va le travailler du côté de sa peur, la peur est plus forte que tout, on ne l'aura pas. Mais si on lui parlait de nous, si on inversait le processus en le transformant en quelqu'un qui sait comment il pourrait nous aider, alors nous qui sommes les grands professionnels de la santé mentale, on leur dit « je suis un peu en difficulté, vous pourriez m'aider ?» On inverse le truc, c'est facile à dire en 2 mots, mais c'est jouable. Je pense que Guy éventuellement a parlé de ça ce matin. Et de l'inversion des pôles, ça donne des résultats intéressants. La deuxième chose, c'est que si vous parlez de la colère, c'est une chose qui est extraordinairement importante à valider. La colère, c'est en fait... c'est ce que j'expliquais par exemple hier à quelques ministres. La colère, c'est un processus de vidange. Vous savez qu'il y a une question que tous les hommes doivent se poser. Quelles sont les conditions naturelles et fondamentales pour produire de la culture ? On est dans un centre culturel. Et pour produire de la culture, les hommes doivent faire 2 choses. Ils doivent se sédentariser. Il faut s'installer quelque part pour produire de la culture. Il n'y a pas de culture architecturale, de théâtre, d'écriture dans les peuples nomades. Dans les peuples nomades, il n'y a qu'une culture, c'est les histoires et la danse, mais il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de poésie, il n'y a pas d'architecture, il n'y a pas de sculpture, il n'y a pas de peinture, parce qu'on bouge. Et donc il faut être le plus léger possible. Donc la culture va naître de la sédentarité. Mais pour se sédentariser, il faut résoudre un problème. Le nomadisme a une vertu, c'est que vous vous installez quelque part, après un certain temps, rapidement, l'endroit est souillé parce que les hommes produisent, et donc on va 500 mètres plus loin et on retrouve une terre fraîche. Donc si vous vous sédentarisez, il faut inventer la plomberie. On dit que les producteurs de culture, les premiers producteurs de culture, ce sont des plombiers qui ont résolu une double question pour tout homme qui s'installe quelque part. Il y a un tuyau qui lui apporte de l'eau fraîche et il y a un tuyau qui évacue l'eau sale. Donc il faut s'approvisionner et se vidanger. Quand vous travaillez avec une situation et un enfant en colère, cette double question de la nourriture et de l'approvisionnement et la culture de la vidange est extrêmement importante. La colère n'est jamais qu'un mécanisme parmi d'autres de vidange, c'est-à-dire de tenter de mettre dehors ce qui est insupportable à l'intérieur de moi. C'est ce que j'expliquais au ministre hier. Comme nous avons peur avec le Covid, nous transformons notre peur en colère qu'on adresse aux politiques. Ils font tout ce qu'il faut pour nous aider, ils sont très doués pour nous mettre en colère. Puisque je vous avais entendu quand même cette phrase absolument magnifique de, je vais commencer par Sergio Di Rupo, c'est Elio Di Rupo. Nous allons forcer la vaccination, non, nous allons faire une vaccination obligatoire pour ceux qui le veulent. Génial quand même. Je trouve ça absolument génial. Je veux, mais je veux pas, peut-être, mais oui. Donc ça produit chez nous une peur, parce que tout à coup, on n'est pas protégé. La société dans laquelle on est n'est pas protectrice. Donc on reçoit sur la tête de la peur, et qu'est-ce qu'on fait ? On la transforme en colère pour l'attribuer à quelqu'un, pour vidanger. Et donc quand un enfant exprime sa colère, c'est qu'il est en train de vouloir mettre dehors quelque chose qu'il a à l'intérieur de lui. Et souvent dans les situations de mal-séparation, cette colère qu'il a, c'est quelque chose qu'il est à l'intérieur de lui, qui ne lui appartient pas, mais qui appartient à ses parents. Et donc la seule chose qu'on peut faire, en 3 mots, c'est parler de nous et de la difficulté dans laquelle on est. Je vous invite à utiliser cette formule un peu idiote. Vous pourriez m'aider à mettre vos enfants en congé, c'est-à-dire faire en sorte qu'ils puissent dire « ce problème n'est pas le mien, je vous le laisse ». C'est un long travail. Vous n'avez pas entendu la phrase de Sergio Di Rupo ? C'est Elio Di Rupo, pardon.
Hein. Nous allons rendre l'obligation vaccinale pour ceux qui la veulent. Je trouve que... Enfin bon, soit. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne après-midi.